celles et ceux qui nous ont rejoints pour cette table ronde qui s'inscrit, je le rappelle, dans la 4e édition du Festival Made in 31 dédié au savoir-faire entrepreneurial. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre prestigieux de la CCI et dans le cadre non moins prestigieux de cette salle Gaston Doumergue. Alors, pour cette 3e journée, la CPME a souhaité approfondir des thématiques qui font de plus en plus sens aujourd'hui, à la fois pour les employeurs, pour les managers et pour les salariés. On va s'intéresser dans cette première table ronde de la matinée au développement personnel, avec un focus en particulier sur la confiance en soi et le désormais célèbre syndrome de l'imposteur. Avec moi pour échanger, merci de réserver un bel accueil ou un accueil chaleureux, wink wink, à nos expertes. Voici Céline Dufréchou, spécialiste en coaching et accompagnement managérial terrain. Pascal Gonzalez, spécialiste en coaching identitaire et spécialisé même en process communication PCM qu'on va découvrir ensemble dans quelques instants. Et Clarisse Reverré, votre structure s'appelle Best on Us, coach en confiance en soi et reconversion professionnelle. Merci à toutes les trois d'avoir accepté l'invitation de la CPME. Je dis souvent quand j'anime une table ronde qu'on ne va pas réinventer la roue. On va commencer par un tour de table. C'est relativement classique. On va commencer avec vous, Céline. Et en préambule, donc une question commune. Pourquoi finalement on parle beaucoup du développement personnel? Ça a pris autant d'importance ces dernières années et ça commence vraiment à interpénétrer et à infuser dans le monde de l'entreprise. Alors, oui, effectivement, bonjour à tous déjà. Le développement personnel, je l'applique en fait depuis très longtemps et j'ai voulu me spécialiser dans l'accompagnement en fait des managers puisque j'ai fait un cursus, j'ai 26 ans de management derrière moi. Et en fait, ce qui a été le déclencheur, c'est mes équipes qui me disaient que tu arrives à révéler des choses en nous qu'on ne soupçonnait même pas. Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et j'ai trouvé le coaching et l'accompagnement terrain des managers pour développer cette compétence. Très bien. Clarisse, de votre côté, donc développement personnel. Et vous, ça a été quoi le facteur déclenchant pour vous lancer dans l'aventure? Alors moi, c'est vraiment parti d'un postulat. Alors j'étais chef de projet à Renault et il y avait tous mes collègues qui me disaient, quand je posais la question, « Ah alors, comment ça va en ce lundi ?» Bon, comme un lundi. Ah, d'accord, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi du coup tu changes pas de poste, etc. Et non, mais je sais pas trop, etc. Et en fait, moi, je suis vraiment partie du truc où j'ai vraiment eu à cœur d'accompagner les personnes à s'affranchir de leurs peurs et de leurs croyances pour construire des projets destinés à évoluer la société. Pour moi, l'évolution de la société, c'est quelque chose qui me drive vraiment. Et je suis convaincue qu'on a tous un trésor à offrir au monde et que si on n'offre pas ce trésor au monde pour le faire évoluer, c'est soit parce qu'on n'a pas conscience de ce dont on a à offrir, soit que l'on ne croit pas en soi, ou alors qu'on n'ose pas. Et d'où la confiance en soi et la reconversion professionnelle. J'espère que vous allez nous booster ce matin. Et je le dis sans plaisanter parce que effectivement, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de limitations, il y a beaucoup de blocages. On va voir ensemble comment on peut essayer de faire sauter tout ça. Alors Pascal, de votre côté, le développement personnel et l'importance qu'il a pris. Et vous, donc, qu'est-ce qui vous a fait basculer finalement? Vous êtes parti aussi d'un manque sans doute, des gens autour de vous qui avaient des demandes? Alors complètement, bonjour tout le monde. Moi au départ, je suis coiffeuse, je me suis spécialisée sur l'image de soi, l'image qu'on renvoie extérieurement. Et pendant plus de 20 ans, j'ai pratiqué cette activité et on me disait tout le temps « Ouais mais j'ose pas dire ceci, j'ose pas dire cela, j'ai besoin de m'affranchir, j'ai besoin d'avoir une posture un peu différente. » Donc en travaillant sur l'image extérieure, effectivement, on a arrivé à faire quelque chose, mais ça suffisait pas. Et pendant plusieurs années, je me suis questionnée à qu'est-ce qui pourrait faire que vraiment les croyances limitantes, les convictions qu'on peut avoir, on puisse enfin les affranchir sans pour autant être jugé de l'autre côté. Et puis après, moi, le développement personnel, il est venu à moi parce qu'à un moment donné de ma vie, je me suis beaucoup questionnée sur qui je suis, comment je fonctionne avec les autres, pourquoi parfois je ne les supporte pas, pourquoi mes enfants m'agacent, c'est autorisé à le dire aussi, mon mari m'agace, voilà. Et j'avais besoin de comprendre tout ça et j'ai commencé vraiment à faire des recherches là-dessus, à me former, ce qui m'a amené à vraiment approfondir mes recherches, à me former et à aller sur la process communication, qui est vraiment un outil de développement personnel très puissant. Que vous allez nous développer dans quelques instants. Je me tourne vers vous, Céline. C'est quoi finalement une bonne posture managériale?
Une bonne posture managériale, c'est un concept quelque part, ça prend plusieurs points, notamment la manière de communiquer, qui est très très importante, la manière de se positionner, la manière d'interagir avec les autres. Donc il y a la posture, en fait, on parle souvent de posture managériale pour un mauvais manager, quelque part, où on dit, tiens, celui-là n'a pas la bonne posture managériale. Par contre, quand un manager est bon, on dit, ah, il a une bonne écoute, il est investi, il travaille avec nous, il nous fédère. Et là, on ne parle plus de posture managériale. Donc la posture managériale, c'est vraiment tout ce qui permet d'interagir avec l'autre et de révéler chez l'autre des choses positives et l'amener à être dans une dynamique positive, je veux dire. Voilà. De votre côté, Clarisse, vous faites un distinguo intéressant. Vous distinguez l'estime de soi et la confiance en soi. Expliquez-nous, parce que c'est peut-être un peu subtil. Exactement. La confiance en soi, c'est notre capacité à oser passer à l'action pour ce qui est important pour nous. Alors que l'estime de soi, c'est la relation que j'ai avec moi-même, qui peut être bienveillante ou plutôt en mode père fouettard, et qui est du coup basée sur la valeur et l'amour que je me porte. Et sans estime de soi, il va être difficile d'avoir de la confiance en soi, parce qu'il faut vraiment imaginer ça comme l'estime étant les fondations de la maison et la confiance étant les murs de la maison, et l'affirmation de soi serait la toiture, si on prend une métaphore du bâtiment. Et donc l'estime de soi, c'est vraiment nécessaire pour mettre en place cette confiance, parce que si je me parle de façon bienveillante, si je maîtrise un petit peu ce petit juge à l'intérieur de moi, derrière, je vais déjà me sentir plus à l'aise pour passer à l'action, pour OK, j'y vais parce que ça, c'est important pour moi. Voilà. Alors, une façon de s'aider, de mieux se connaître, de mieux appréhender nos zones de stress, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Pascal, la process communication. Expliquez-nous. Alors complètement, effectivement, ce modèle, ce processus permet exactement ce qu'explique Clarisse et aussi ce qu'explique Céline, c'est que à travers ce modèle, on va prendre conscience de qui on est vraiment et de comment on fonctionne. Et au travers de ça, on va comprendre aussi comment l'autre fonctionne, puisqu'il existe 6 types de personnalités que nous avons tous à l'intérieur de nous avec des étages différents. Mais une fois qu'on connaît ces 6 types de personnalités, la communication devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. La confiance, elle s'acquiert du coup, parce qu'effectivement on se rend compte que le fonctionnement qu'on peut avoir à un moment donné, qui n'est pas toujours adapté à la situation, on va être beaucoup moins jugeant avec ça, parce qu'on va comprendre pourquoi on l'a eu déjà, et ensuite on va relativiser en se disant c'est normal en fait que je réagisse comme ça, parce que à chaque conséquence il y a une cause. Et avec ce modèle, on a aussi la définition des conséquences et des causes. Alors ça se passe comment vous donnez des clés finalement pour comprendre l'autre. C'est vraiment un outil où on donne des clés. C'est un outil d'analyse et de gestion. Donc c'est un inventaire de personnalité qu'on effectue sur l'individu lui-même. Et au travers de ça, on lui explique le fonctionnement des autres individus. Et donc l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Donc là, c'est une forme de révélation. Pour certains, on dit c'est bon, je commence à comprendre comment fonctionne un tel. Je sais comment je vais pouvoir interagir avec lui. Exactement. Enfin, je sais, j'ai des clés là aussi pour interagir avec eux. Je dois réagir en fonction de tel type de personnalité. Exactement. En fait, c'est vraiment les clés. On a différentes portes en face de nous et on a des serrures différentes et il faut trouver la bonne clé. Là, on nous explique quelle clé va aller avec telle porte. Alors Céline, quand on communique, finalement, il y a une façon de communiquer. Donc là, on le voit, je suis à l'oral, je suis en train de faire des gestes de méditerranéen. Donc là, on est dans le verbal. Mais il y a aussi tout un autre pan que notre cerveau processe, mais qu'on ne décrit pas forcément. Expliquez-nous un petit peu les différents modes. Ah, pas mal, je viens de comprendre. J'étais là, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a? Et là, j'ai compris. C'est l'illustration du propos. Voilà. Elle fait peur. Je l'ai mis mal à l'aise ou quoi? Ah bah super, là on a compris, oui. Voilà, en fait, ce que je voulais vous montrer par là, c'est que la communication, il y a 3 grands modes de communication. Je ne sais pas si vous les connaissez. Il y a le verbal, le paraverbal et le non-verbal. Là, je vous ai transmis quoi? Du stress, de l'inquiétude, pas sûr, pas bien. Si, je suis en train de suer, déjà que c'était un peu le cas. Voilà, donc en fait, le verbal, c'est le mot. Et en fait, le mot dans la communication représente que 5% de la communication. 7%, excusez-moi.
Et le mot, quelque part, il peut être manipulé, c'est-à-dire on dit le mot que l'on veut, on peut dire des choses qui ne correspondent pas à ce que l'on ressent intérieurement. Après, vous avez la communication paraverbale, qui est le ton, la prononciation, le ton, l'articulation, le débit, etc., qui, lui, représente 38% de la communication. Et il y a le non-verbal, qui est justement la gestuelle, les mimiques que l'on peut dégager, qui finalement révèlent réellement nos émotions intérieures. Et ce mode de communication ne ment pas. C'est comme ça, d'ailleurs, je travaille avec mes managers et c'est pour ça que je fais de l'accompagnement terrain, parce qu'ils ne peuvent pas me mentir. Souvent, ils n'ont pas une peur bleue de se dire, elle va tout savoir de moi, et mes équipes vont avoir des clés pour voir que je suis peut-être déficient sur ce point-là ou sur l'autre. Alors déjà, il y a un échange avant pour mettre en confiance, dire qu'on est bienveillant et qu'on est là pour les faire avancer, les faire progresser. Et il faut que la personne vraiment, qu'on crée ce lien de confiance et de co-construction en fait. De changement. La demande qui émane, c'est une demande commune. C'est de dire, voilà, il y a des points de friction avec le management. On veut globalement tous que ça aille mieux. Totalement. C'est ça. Ouais. D'accord. Et la posture managériale est liée beaucoup à la communication, à l'anticipation pour plutôt fédérer plutôt que diviser, etc. Donc réfléchir en amont à comment on va communiquer avec les gens, quelle posture on va avoir. Si vous avez quelqu'un qui arrive dans votre bureau, vous êtes le manager, il vient, il est tout stressé, il veut vous exposer une problématique, et vous êtes là, ouais, vas-y, ouais. Etc. Ouais. Donc la posture n'y est pas. Alors que oui, vas-y, expose-moi ton problème, j'ai tout posé, je suis là pour toi. Voilà, donc tout se prépare et tout se travaille. C'est de l'authenticité, c'est de la bienveillance, de la bonne communication. Très bien. Voilà, de la stratégie. On parlait des différents concepts, on va essayer de les balayer, on sait qu'on a peu de temps. Un concept dont on parle beaucoup, c'est le syndrome de l'imposteur. Alors, souvent, malheureusement, il est évoqué par les femmes, en plus. Expliquez-nous un petit peu, Clarisse, en quoi ça consiste. Alors déjà, le syndrome de l'imposteur, il n'est pas exclusivement féminin. Non, j'entends, mais c'est souvent dans l'expression publique, on dit, c'est plus... Voilà. Exactement, parce que les femmes s'autorisent plus, justement, à dévoiler leur vulnérabilité. Mais il faut savoir que le syndrome de l'imposteur, c'est un des symptômes, entre guillemets, d'une défaillance d'estime de soi, et que 2 personnes sur 3 ont des défaillances d'estime de soi. Donc, qu'importe le sexe. Vous pouvez me rappeler la question, s'il vous plaît ? Non, justement, on est en train de parler du syndrome de l'imposteur et vous me précisiez que je commettais une petite erreur au départ de focus en disant que ça semblait davantage émaner des femmes. Donc, ça concerne tout le monde. Vous dites même 2 tiers, donc c'est rassurant. C'est-à-dire que dans cette salle, on est 2 tiers à peut-être l'avoir connu, l'avoir traversé. Comment est-ce qu'on fait pour le dépasser ? Parce que ça aussi, c'est une peur limitante. On se dit, je ne suis pas légitime, je ne suis pas à ma place, je vais dire des bêtises, je vais bafouiller, les autres sont plus experts que moi. Parce que ce n'est pas que des vœux pieux. Moi, je veux des clés, je veux qu'on me donne de l'info, là. Je veux aller mieux, quoi. Ok. Alors déjà, il faut savoir ce que c'est qu'exactement ce syndrome de l'imposteur. C'est en fait une croyance justement limitante qui fait que je ne me sens pas à la hauteur. Je me vois comme inférieure par rapport aux autres. Et là, du coup, ça va être de justement travailler à regonfler notre estime de nous, à réparer ces défaillances. Donc pour ça, il y a plusieurs clés, justement. Ça va être de rééduquer son discours à l'intérieur de soi. C'est pourquoi est-ce que ma petite voix, là, pourquoi j'ai une pensée qui est en train de me dire que je ne suis pas à la hauteur ? Qu'est-ce qui fait ça ? Et qu'est-ce que je pourrais me dire à la place qui serait juste, on n'est pas là pour se pipoter, etc., mais en tout cas qui serait bienveillant pour moi. Bienveillance, ça vient de bienveillance, ok ? Je veille à mon propre bien. Donc là, est-ce que ce que je suis en train de me dire, est-ce que c'est bon pour moi ? Est-ce que c'est beau pour moi ? Est-ce que ça me fait du bien ? Et si je suis en train de voir que c'est un peu nauséabond cette histoire, ok, je change mon discours intérieur à ce moment-là. Donc ça nécessite vraiment une auto-observation en permanence, mais alors je dirais pas du coup... dans un premier temps, pour pas vous faire peur, du coup, pas toutes les secondes, mais au moins prendre 5 minutes tous les soirs pour faire ça, c'est une première clé. Après, il y en a d'autres, mais en tout cas, celle-ci, c'est celle la plus simple à mettre en place. Il faut avoir le courage de l'introspection. Ah oui. Qui peut être délicat chez certaines Exactement. personnes. Comment on peut aider, Pascal, justement, avec cette petite voix jugeante ? Alors justement, c'est là que la process communication est très très intéressante parce que comme elle vient donner un état des lieux de qui on est,
un mode d'emploi. Moi, je l'ai vraiment identifié comme un mode d'emploi de qui j'étais. Et ce mode d'emploi, pour une fois, il était en français. Donc, je l'ai compris. D'habitude, ils sont en anglais, en latin, en chinois. Je ne suis pas adepte de tout ça. Donc, du coup, là, j'ai vraiment compris comment je fonctionnais et comment fonctionnait cette petite voix, en fait. Et qu'est-ce qu'elle me disait au travers de ses peurs, au travers de ses croyances, au travers de ses limitations. Qu'est-ce qu'elle me dit? Parce qu'elle me dit quelque chose. Forcément, elle dit des choses qu'on perçoit à l'instant T, parce que on a tous des perceptions qui sont différentes. Et en fonction de la position de vie dans laquelle on est au moment où elle nous parle, cette petite voix, très souvent on est dans des positions de vie un petit peu en down, comme on dit les jeunes aujourd'hui. Du coup, la perception est négative, alors qu'elle nous dit quelque chose. Elle nous parle d'une peur, elle nous parle d'une croyance, elle nous parle de quelque chose. Et c'est là que l'introspection, c'est bien, mais on n'est pas tous en compétence sur ce domaine-là et on n'a pas tous les clés pour aller justement faire cette introspection. Et là, la ProcessCom permet cette introspection déjà, puisque en fait, elle se fait naturellement. On sait sur quel point on va être motivé, sur quel point on va avoir des compétences et des points forts. On sait les zones de stress, on sait ce qui va nous mettre mal et surtout, on connaît nos besoins psychologiques à satisfaire dans ces cas-là. Et du coup, On a un retour assez rapide parce que les gens veulent voir un changement. Enfin, tant qu'on investit ça, qu'on a envie d'aller mieux, qu'on a envie de faire sauter ses limites. Complètement. Le changement, il peut être, j'ai envie de dire, quasi instantané. En tous les cas, sur une action. Sur le quotidien, il faut un peu plus de temps parce qu'effectivement, il faut maîtriser le sujet et puis il faut se l'approprier aussi. Et puis il faut l'accepter parce que tout le monde ne l'accepte pas du premier coup. Mais ça peut être quasi instantané, c'est-à-dire que comme on va prendre des exemples très concrets de la vie, les personnes qui font ce processus vont comprendre effectivement que ça va me mettre en stress. Donc avant que ça me mette en stress, ils peuvent anticiper et déjà se dire, hop là, 2 minutes, je réfléchis, ok, toi tu es en train de me dire ça, mais moi je ne vais pas faire comme ça. Très bien. De votre côté, Céline, si on revient au côté, à l'aspect managérial, justement, moi, il y a un truc qui m'a toujours intéressé. Je vais en profiter, de votre présence. J'ai fait il y a très longtemps à Toulouse Business School, une école de management. Enfin, ça s'appelait pas comme ça à l'époque. Et on apprenait à être des managers. Je trouve ça déjà, pour moi, c'était presque un oxymore. Apprendre à être manager. On était une promo de 200. Il y avait 20 personnes qu'on considérait comme des managers naturels. On savait que c'est des gens qui allaient être des leaders, c'est des gens qu'on allait suivre, c'est des gens qui allaient être convaincants. Et nous, derrière, je m'inclus, on galérait, on apprenait les méthodes, les techniques, mais on avait une empathie modérée, c'est en ce qui me concerne, non je plaisante, une capacité à s'imposer ou une capacité à trancher plus ou moins. Est-ce que ça s'apprend d'être manager et comment on peut devenir performant si on voit que finalement au départ, c'était un peu fluctuant? C'est une question pour un ami. Alors, il n'y a pas de bon ou de mauvais manager, je dirais. Il y a celui qui réussit dans sa manière de faire. On est tous différents, on a tous des compétences différentes, notamment l'empathie. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Et ça peut se travailler. On peut faire semblant d'être empathique aussi en travaillant là-dessus. Maintenant, on peut avoir toutes les formations du monde. Tant qu'on n'a pas testé sur le terrain, comme chaque individu est différent, on ne peut pas être de vrais managers ou de bons managers. En fait, on peut avoir de la théorie, comme on a des connaissances sur plein de choses, mais qu'on ne sait pas forcément mettre en pratique. C'est en essayant, en se mettant en difficulté quelque part, en allant tester en permanence, ce qui nous permet d'évoluer et devenir de bons managers. Mais la première des choses, c'est vraiment la posture, se dire je vais y aller, je vais essayer quelque chose, je vais me ramasser, il faut qu'il y ait de la résilience, accepter que de toute façon on se plante à des moments et en tirer des leçons, se dire voilà, plutôt que se dire oh là là, mais je me suis ramassé, c'est une catastrophe, c'est vraiment catastrophique, plus rien ne va fonctionner, je vais me faire virer, c'est se dire voilà, je me suis planté, qu'est-ce que je peux en tirer, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de moins bien, qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire différemment. Oui, mais parfois dans les structures, si on est manager et qu'on verbalise ça, ça peut être considéré dans certaines structures un peu old school comme étant de la faiblesse. De se dire, ah bah oui, elle avoue que là, elle a merdé, là, elle n'aurait pas dû faire comme ça, ce qui est une démarche adulte, constructive et qui, évidemment, améliorera la performance. Mais il y a encore des structures où on ne se permet pas ça. Effectivement, mais
parce que les gens n'osent pas être eux, ils n'ont pas confiance en eux, ils ont une mauvaise estime d'eux, donc ils n'osent pas dire les choses. Donc on revient à ça. Mais vous préférez quoi finalement? Que je vous dise non, non, c'est l'autre qui a fait l'erreur, ou que je dise non, là je me suis planté, comment on fait différemment maintenant? Moi, je vous dis ça d'expérience. J'aimerais avoir connu les managers qui sont capables de dire bon, là, je me suis planté. Mais bon, c'est peut-être je suis d'une autre génération. Pascal, vous souhaitiez ajouter? Oui, alors je rebondis sur ce que disait Céline, c'est qu'en fait, il n'y a pas de bons ou de mauvais managers, effectivement. Il y a d'abord des personnes qui se connaissent et d'autres qui ne se connaissent pas. Le fait de se retrouver dans la situation que vous expliquiez très bien, d'être dans une salle où on a des gens où on sait qu'ils vont être de très bons managers, et ça encore c'est une croyance, parce que sur le terrain, ça reste à prouver. Super, vous avez raison, il faut que je me déconstruise là. Voilà. Ils ont une carrière toute pourrie, il faudrait que je regarde le livre le truc Ça des mériterait anciens. d'être voilà, de vérifier, parce que des fois, on peut admirer une personne et pour autant, au niveau des compétences, elles ne sont pas forcément là. Moi, ce qui me paraît très important aujourd'hui, c'est que quelle que soit la posture dans laquelle on doit se mettre, manager, directeur, parent, mari, femme, peu importe, salarié, collaborateur, c'est la connaissance de soi avant tout. C'est ce qui va faire qu'effectivement, on va avoir une meilleure confiance en soi, une meilleure estime parce qu'on se connaît et on se respecte. Et c'est ce qui fera que du coup, on se trouvera à sa juste place. Mais parfois, Pascal, c'est difficile dans le cadre, on prend vraiment le cadre de l'entreprise. Je me connais, je sais anticiper ce qui peut générer un stress chez moi, un stress professionnel. Nonobstant, je suis dans des situations de lien de subordination. Je suis dans une équipe qui doit avancer sur un projet où on peut me faire comprendre que mes états d'âme peuvent retarder la bonne marche globale. Vous voyez, c'est parfois entre les principes et ce qu'on peut avoir réussi à avancer, à déconstruire, on est confronté à une structure qui, elle, est encore un peu figée. C'est la grande difficulté, vous avez raison, hein, c'est la grande difficulté aujourd'hui rencontrée en entreprise, c'est qu'il y a des collaborateurs ou des directeurs des fois, hein, la direction des fois qui souhaitent que leurs équipes avancent, s'améliorent, se perfectionnent, développent du leadership et une meilleure connaissance d'eux-mêmes. Et c'est les équipes qui bloquent parce qu'ils se disent attends, moi, je sais très bien ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Et puis des fois, c'est l'inverse. C'est des managers, effectivement, qui se disent moi, j'ai fait un super travail sur moi, je sais ce qui marche, je sais ce qui ne marche pas, mais en revanche, on ne me donne pas les moyens d'eux. Mais en fait, la problématique qu'on rencontre, c'est qu'est-ce qui empêche aujourd'hui une personne, quelconque, hein, à dire tout simplement ce qu'elle pense au moment où elle le pense de façon bienveillante, bien entendu, de façon correcte, et de poser juste là, voilà, moi je pense que ça pourrait se faire comme ça et comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut en discuter? Aujourd'hui, les gens n'osent pas dire, j'entends trop souvent... Il y a plusieurs peurs. Il y a une peur limitante, soi-même, le doute, d'accord. Ensuite, celle de la réaction. Derrière ces peurs, L'équipe. Derrière toutes ces peurs, en fait, il y a déjà qui on est, pourquoi j'ose pas dire. Moi, j'entends très souvent des gens me dire « Ah non, mais j'ose pas lui dire, il va mal le prendre. » Et déjà, ça, c'est une croyance qui a pu être vérifiée parce que du coup, comme c'est une croyance, on la vérifie. Hein. On suranticipe la réaction potentielle de quelqu'un avant qu'il réagisse. Donc là, en plus, on va parler du non-verbal, on va parler de tout ça. Il y a toute l'énergie qui va se dégager autour de ça. Et forcément, en face, ça va mal se passer. Déjà, si on essaye l'exercice inverse en me disant « Je laisse la place à qu'est-ce qui peut se passer en face », déjà, ça change la donne. C'est un petit exercice tout simple. Mais quand on part avec un a priori de « Non, j'ose pas lui dire parce que de toute manière, il va se mettre en colère » ou alors « J'ai peur de le blesser, j'ai peur il va mal le prendre ». Déjà, rien que ça, cette peur-là, on peut la désamorcer très vite. On doit être en capacité aujourd'hui, tout un chacun, de pouvoir exprimer ce que l'on ressent et ce qu'on a envie de dire sans qu'en face, il y ait un jugement. Et c'est très compliqué dans des équipes aujourd'hui, ça je vous l'accorde. Il y a certaines structures où... C'est pour ça que la process communication, vous savez, elle date d'il y a 40 ans. Ça a été mis au point par un psychologue américain qui a été financé et porté par la NASA pour les astronautes, pour que lorsqu'ils partent en mission, dans un espace... Oui, mais il y a des questions de vie ou de mort, il y a des questions de s'il y a une verticalité trop accrue, qu'ils aient la potentialité de s'adapter. Donc, c'est pas étonnant que ça vienne de structures comme ça, mais qui sont capables de se réinventer, elles. C'est effectivement dans ces moments effectivement, où on est dans des espaces réduits, avec un stress maximum et avec des personnes différentes, qu'il faut que là, la communication, elle soit comme ça.
Il faut que tout le monde se comprenne, il faut que tout le monde se supporte, parce que là, il n'y a pas moyen de faire passer quelqu'un par la fenêtre. Hein. C'est pas possible. Hein. Pareil, oui. Clarisse, vous souhaitiez réagir? Oui, mais elle a complètement dit le mot à la fin. C'était vraiment dans la plus grande majorité des cas, on va dire, c'est la peur du jugement. Qu'est-ce qui fait que je n'ose pas en entreprise parler de telle façon? Mais c'est, mon Dieu, qu'est-ce que les autres vont penser? Ah, ils vont penser que je suis faible. Ah, ils vont penser qu'est-ce qui me prend de parler comme ça aujourd'hui? Enfin, voilà. Et en fait, c'est de dépasser cette peur du jugement. Et pour la dépasser, ça va être de se poser là concrètement, au pire, ils pensent ça. Au pire du pire. Et alors? Est-ce que moi, je me sentirais pas mieux de l'avoir dit? Mais de l'avoir dit de façon, on parle de communication non violente ou de communication bienveillante, qu'importe, mais c'est quand je parle de ce que moi, ça me fait et de comment je vois les choses, qu'est-ce qu'on peut derrière dire à ça? Mais faire le petit pas de côté, vous le saviez toutes les trois encore mieux que moi, c'est quand même difficile, c'est presque une révolution copernicienne et personnelle. Parfois les gens se disent, il a fallu que j'ai ce cancer pour changer ma vie, remettre en question mes priorités, il nous faut un drame. Alors, ce que vous dites, je l'entends, hein, mais on se dit que le cerveau a ces questions d'habitus et de se dire, je préfère être dans quelque chose qui ne m'épanouit pas complètement, mais que je connais, plutôt que de faire un petit pas de côté et quelque chose d'inconnu qui pourrait m'apporter 10 fois mieux. Alors, une réaction et ensuite... Alors juste attention entre... Attention, oui. Attention avec la fameuse zone de confort. Vous vous dites que justement c'est confortable pour votre cerveau parce qu'il a ses habitudes, etc. Effectivement, le cerveau est un automate. Il y a des connexions neuronales qui se créent à chaque fois que je fais une expérience. Plus je vais faire cette expérience, plus le chemin neuronal va être bien renforcé. On va parler d'autoroute neuronale. Mais dans ce cas-là, c'est juste se dire, ok, c'est parce que mon cerveau sait le faire, c'est un automatisme pour lui. Mais est-ce que c'est vraiment confortable pour moi? Est-ce que moi, là, dans mon corps, ce qui est en train de se passer, comment je me sens? C'est peut-être en train de me faire stresser. Ok, est-ce que c'est confortable le stress? Je ne pense pas. Et donc, du coup, c'est de là où justement, il faut, ce qu'on dit généralement avec la confiance en soi, c'est sortir de sa zone de confort. Mais c'est faire justement ce petit pas pour voir que la zone d'inconfort, c'est juste inconfortable pour notre cerveau, mais ça ne l'est pas spécialement pour nous. Très bien. Céline, une réaction? Oui, alors effectivement, la zone de confort n'est vraiment pas confortable. Ça, c'est une certitude. On se confond quelque part dans cette position. Il y a un exemple que je donne souvent. En fait, changez vous et vous ferez changer les autres. En fait, les gens bougent autour de vous. Et je prends souvent l'exemple d'un enfant qui se fait embêter à l'école, qui se fait taper dessus. L'enfant dit rien jusqu'au jour où, bam, il remet, il répond, quoi. Il remet une baffe ou j'en sais rien. L'autre personne en face, qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller embêter du coup une autre personne. Donc du coup, l'autre personne n'a pas changé en face de vous, elle a modifié ses comportements et vous avez imposé ce que vous étiez. On ne change pas les autres, mais on les fait bouger, on les fait se déplacer. Donc la première chose à faire, c'est travailler sur soi. Dernière question et dernier tour de table. Il y a 10 ans, est-ce que c'était une table ronde qui aurait été envisageable? Est-ce que vous voyez que justement, vous n'allez pas me dire le contraire, parce que c'est votre pratique professionnelle maintenant, mais est-ce que ça bouge? Est-ce qu'il y a des dirigeantes et des dirigeants d'entreprises qui considèrent que ça devient majeur, important, parfois central, cette question de développement personnel? Pascal? Alors ça bouge, oui. Effectivement, il y a 10 ans en arrière, je vous aurais dit « Oula, ça va être compliqué ». Aujourd'hui, ça commence à bouger. Moi, je travaille avec les Antilles. Ça bouge déjà beaucoup plus au niveau des Antilles parce que très proche des États-Unis et cette culture de coaching, de remise en question, de développement personnel, elle est ancrée. Ça, en métropole, c'est encore un peu fébrile, mais on y vient. Et on s'y attelle. Clarisse? Moi, je dirais que ça dépend de la politique d'entreprise, tout simplement. On ne peut pas dire telle entreprise ici, dans tel pays ici, ça. Par exemple, dans ma dernière entreprise, avant que je me lance à mon compte, on était vraiment dans une démarche qui commençait à être de plus en plus bienveillante. Il y avait des managers, justement parce que
eux avaient cette vision-là des choses qui commençaient à infuser plein de petites graines, etc. Et du coup, j'étais à Renault, dans une structure qui est quand même, elle est assez grosse quand même, il y a une certaine inertie et ça commençait à prendre de plus en plus d'ampleur. Donc oui, moi je... C'était pas Renault. Comment ? Vous disiez Renault tout à l'heure, c'était pas Renault. Si, Renault. Renault. Ouais. Ah ouais, ils sont passés d'une culture qui était perçue de l'extérieur comme étant assez toxique. Ça change. Il y a de l'espoir, c'est bien. Le dernier mot pour Céline. Oui, effectivement, ça évolue petit à petit. Il y a des personnes, par exemple, j'ai eu un manager qui était venu me voir parce que ça l'intriguait le coaching et il a fait juste une séance découverte. Et il m'expliquait une problématique qu'il avait de ne pas arriver à faire respecter les règles de sécurité de ses employés. Et ma seule question a été, et toi, qu'est-ce que tu en penses des règles de sécurité ? Il m'a dit, c'est bon, je m'en vais. Et il m'a rappelé 6 mois après, il me dit, c'est bon, maintenant je suis prêt, j'ai compris que c'était moi qui donnais ça à mes équipes. Donc des fois, effectivement, il y a du temps qui se passe, mais les gens évoluent petit à petit. Ouais. Merci à toutes les trois, on peut vous applaudir avec chaleur, si j'ose dire. Toujours ma bonne blague. En espérant que ces interventions vous aient donné quelques clés pour mieux appréhender ces problématiques. Vous pouvez bien sûr continuer la discussion avec elles. Vous restez un petit peu avec nous, mesdames. On va commencer dans quelques instants notre deuxième table ronde consacrée à l'entrepreneuriat au féminin. Et on s'est dit justement, avant cette table, que vous auriez pu tout à fait rester parce que c'est des problématiques qui sont quand même liées assez proches. On vous applaudit encore. Merci beaucoup.